lendemain du coup d'État manqué du 15 juillet, des millions de Turcs sont descendus dans les rues, chanter des slogans à la gloire de la Turquie et du président Erdogan. Les opposants, eux, dénoncent les purges à grande échelle. En quelques mois, plus de 37 000 personnes ont été arrêtées. Les atteintes aux droits de l'homme et à la liberté d'expression se multiplient. Mais le pouvoir en place en Turquie jouit d'un soutien incontestable. Selon les sondages, le président Erdogan bat des records de popularité. Qui sont-ils, ces partisans, ces électeurs qui soutiennent le pouvoir? À quoi tient la popularité du président Erdogan? Impossible aujourd'hui en Turquie d'échapper aux souvenirs du 15 juillet. Dans les rues, des messages qui répètent partout que le pays vaincra la terreur. Dans les couloirs du métro, ce sont les visages de ceux qui sont morts le 15 juillet qui accompagnent les usagers. Safiye Bayat était parmi ceux qui ont affronté l'armée lors de la tentative du coup d'État. L'image de cette mère de famille seule face au char a tourné en boucle sur les chaînes de télévision du pays. Je n'ai pas eu peur. Je ne pensais qu'à sauver mon pays, à rien d'autre. Je n'ai pas pensé à mes enfants ou à mon mari. Je ne pensais qu'à mon pays. On est allé dans la rue avant que notre président Recep Tayyip Erdogan nous demande d'aller dans la rue. Je tiens à dire que Recep Tayyip Erdogan, notre président, est une bonne personne. Notre président ne s'est pas enfui cette nuit-là. Et nous suivrons notre président jusqu'à notre dernière goutte de sang. La nuit du 15 juillet, plus de 200 personnes sont mortes en affrontant ceux qui tentaient de prendre le pouvoir. Safiye Bayat, elle, a été blessée par balle à la jambe. Depuis des mois, les cadeaux, les lettres officielles de remerciement et de prompt rétablissement s'accumulent dans son salon. Ça, ce sont les deux cadeaux qui m'ont fait pleurer. Ils sont si importants pour moi. Les mots qu'ils contiennent ont été écrits spécialement pour moi. C'est un grand honneur. Des mots écrits par le Premier ministre qui qualifie la mère de famille d'héroïne nationale pour la démocratie turque. La seconde lettre provient d'une faculté de théologie d'Istanbul qui la remercie d'avoir protégé le pays, le drapeau et la religion. Oncle Muharrem nous attend. On lui a parlé ce matin. Il est impatient de nous voir. Meryem Inat est une militante active de l'AKP, le parti au pouvoir, le parti du président Erdogan. Elle est à la tête de ce qu'on appelle une section de femmes du parti, ici, dans le quartier d'Ensenler, un quartier populaire d'Istanbul où l'AKP a remporté toutes les élections depuis 2002. Nous n'avons pas été autorisés à filmer la réunion hebdomadaire des militantes, mais elles ont tenu à nous montrer l'une de leurs activités principales dans le quartier, s'occuper des personnes âgées. Pour l'occasion, elles ont préparé un véritable festin en guise de petit déjeuner pour oncle Muharrem, comme elles l'appellent. Un vieux monsieur de 77 ans, sans enfant, il vit seul depuis le décès de sa femme 2 ans plus tôt. Je vous remercie toutes d'être là. Vous savez, je suis un peu timide. On est comme ça dans mon village. Le vieil homme est ravi de la compagnie. Toute la matinée, il évoque ses souvenirs, sa femme défunte, son village d'origine. Une conversation qui ne porte en rien sur la politique.
On est environ 600 dans ma section de femmes et on va partout dans le quartier. On connaît tout le quartier. On se rend surtout chez les personnes âgées pour qu'elles prient pour nous. C'est quelque chose d'important pour nous. La plus grande arme de l'AKP, ce sont ses prières. On l'a bien vu le 15 juillet. Des prières comme pour gagner le cœur des hommes. Et même si les militantes ne visitent Oncle Muharrem que pour les grandes occasions, surtout pendant les fêtes de Ramadan, nous disent-elles, l'objectif est atteint. Car en plus de ces visites de bon voisinage au quotidien, 2 aides ménagères payées par la municipalité s'occupent du veuf, une municipalité elle aussi AKP. On avait d'autres gouvernements avant, mais l'AKP est plus attentionné et plus aimant. Ils agissent de manière plus agréable. Ils rendent les gens pauvres heureux. Ils rendent tout le monde heureux. Vraiment, c'est ce que je ressens. Vraiment, c'est un parti politique que j'aime sincèrement. Pour ces femmes au foyer, militer au sein de l'AKP est leur première participation à un parti politique. Avant, je n'avais pas d'idée politique. Mon père me disait pour qui je devais voter et je votais comme ça. Après, l'AKP a été créée et je trouvais Recep Tayyip Erdoğan très sympathique. Et sa femme Emine était toujours à ses côtés. Et j'étais très impressionnée par tout ce qu'elle faisait. Je sais qu'on fait des choses bien. De bonnes activités dans la section des femmes de l'AKP. C'est pour ça que je suis membre de l'AKP. Je voulais contribuer, faire quelque chose. Donc je suis devenue membre de l'AKP et ça fait 5 ans maintenant que je fais partie de la direction. Voilà ce qu'on fait. Et on aime notre parti, l'AKP. L'AKP est le parti politique qui compte le plus grand nombre de militantes femmes au monde. Elles sont plus de 4 millions. Le parti du président Erdoğan est un parti de masse, avec au total plus de 10 millions de membres. Özlem Zengin est une figure importante des sections de femmes de l'AKP. Cette avocate de formation les a dirigées au niveau national pendant plusieurs années. Avant, en Turquie, les femmes en politique appartenaient à une certaine catégorie. Ces femmes, nous les appelons les Turcs blancs. Elles ont étudié, elles ne portent pas de voile, elles sont laïques dans le sens premier du terme. Seules ces femmes étaient invitées à participer à la vie politique. L'AKP a invité toutes les femmes en politique sans discrimination. Et surtout, les femmes qui n'ont pas d'éducation, les femmes au foyer. Et l'AKP a gagné un pouvoir immense grâce à ces femmes. Et comme un pied de nez aux idées reçues sur le parti islamo-conservateur au pouvoir en Turquie, Özlem Zengin, aujourd'hui l'une des conseillères en chef du président Erdoğan, prône un rôle toujours plus actif des femmes en politique. Une participation indispensable pour plus de démocratie en Turquie selon elle. Ici à Ankara, au sein de ce club de réflexion, les femmes sont conseillères parlementaires ou avocates. Et la loi qui a changé leur vie, c'est la fin de l'interdiction du voile dans les administrations publiques et les universités. Quand j'ai commencé ma carrière, l'interdiction du voile était très stricte. J'étais convaincue que jamais ça ne prendrait fin. Dieu merci, ça fait 3 ans qu'on peut assister voilé au procès. Maintenant, on peut bien faire notre travail. On ne pouvait pas faire de pénal parce que dans le pénal, il faut avoir une relation avocat-client. Il faut aller en prison voir le client, prendre des informations pour lui. Et ça, on ne pouvait pas le faire. La loi a été votée en 2013. C'était l'une des promesses électorales de l'AKP et de son leader. C'est désormais l'une de leurs grandes victoires politiques. Özlem Zengin a été l'une des premières députées voilées à prêter serment au Parlement turc. L'AKP, en tant que parti politique, essaye de transformer la vie des femmes, ce que ne font pas les autres partis. Le parti n'a pas seulement un agenda politique quand il est question des femmes. L'AKP transforme leur vie quotidienne, pas seulement leur vie politique. C'est peut-être pour ça que, comparé aux autres partis, l'AKP est devenu le parti le plus aimé par les femmes. Melda Onur, ancienne députée de l'opposition, représente pour les partisans du pouvoir ces Turcs blancs.
Cette élite tournée vers l'Occident qui aurait monopolisé le pouvoir jusqu'à l'arrivée de l'AKP. Les femmes de l'AKP, ou plutôt les femmes religieuses, leur définition de la liberté est toujours liée à l'histoire du voile. Mais pour l'opposition, malheureusement, toute notre histoire de liberté est liée à des combats pour la liberté d'expression, contre la torture, l'emprisonnement. Et tout ça se passe encore aujourd'hui. Partisans comme opposants, tous s'accordent à dire que l'AKP, le parti de la justice et du développement, et son leader ont changé la Turquie et la vie des Turcs. Avant d'être élu président, Recep Tayyip Erdogan a été Premier ministre et avant cela, maire de la Grande Istanbul dans les années 90. Avec ses gratte-ciel, ses ponts géants sur le Bosphore, ses centres commerciaux, Istanbul est devenue la vitrine de cette nouvelle Turquie, voulue par le président turc. Un pays résolument religieux avec un gouvernement qui allie conservatisme social et libéralisme économique. On m'a dit que je devais venir voir le Mokhtar pour obtenir un certificat de faible revenu. J'ai signalé à la municipalité que vous cherchez du travail. Dès qu'il y a quelque chose, vous êtes en tête de liste. Abdurrahman Toprak est mortar dans un quartier de la banlieue d'Istanbul, à Umraniye. Le mortar en Turquie, c'est un représentant de quartier, un peu un homme à tout faire. On s'adresse à lui pour des démarches administratives et des problèmes en tout genre. Umraniye accueille un très grand nombre d'immigrés de l'intérieur, ceux venus des régions les plus pauvres en quête de travail dans la grande ville. C'est une banlieue ouvrière où vit plus de 600 000 personnes. En moins de 20 ans, Abdurrahman Toprak a vu cette banlieue changer du tout au tout. Il nous emmène un peu plus loin, au complexe multisport d'Umraniye, symbole à ses yeux de cette transformation radicale. Là où on se trouve maintenant, c'était une décharge. Quand Recep Tayyip Erdogan est devenu maire d'Istanbul, tout a changé à Umraniye. Ils ont construit ces infrastructures sportives ici. Maintenant, c'est un bel endroit. Loisirs, santé, aide sociale aux démunis, ou tout simplement aux courantes, la liste est longue de tout ce qui a changé au quotidien pour les habitants de cette banlieue d'Istanbul. Nous n'avions pas d'eau courante dans nos maisons. Et l'air, c'était quelque chose. Surtout ici, on ne pouvait pas rester chez nous à cause de la puanteur. On ne pouvait même pas ouvrir nos fenêtres la nuit. Avant, la qualité de vie des gens était vraiment pauvre. Mais ensuite, l'AKP est arrivée et a changé ça, avec l'aide et les fonds de l'État. En 10 ans en Turquie, le produit intérieur brut a été multiplié par 3. Permettant à la population d'accéder à des équipements de base, mais aussi à une société de consommation inaccessible auparavant. Dans le nouveau centre-ville d'Umraniye, hôtels de luxe, banques et centres commerciaux se côtoient. Ici, cette prospérité économique est directement associée à l'AKP et au président Erdogan. À Umraniye, depuis 1993, le parti du président remporte toutes les élections locales et nationales. Erdogan a fait une révolution en Turquie ces 16 dernières années. Je l'appelle la révolution du plastique noir. Avant, les gens de l'Anatolie n'avaient pas les mêmes possibilités d'éducation ou les mêmes opportunités que les Turcs blancs. Maintenant, ils commencent à avoir les mêmes opportunités et les mêmes avantages. La Turquie noire, c'est celle des plus pauvres, celle du centre de la Turquie. Une Turquie noire revendiquée avec fierté par Recep Tayyip Erdogan dans ses discours, largement relayée par ce quotidien, Yeni Shafak, considéré en Turquie comme l'un des porte-voix les plus ardents du président turc. La ligne éditoriale du journal est celle du parti islamo-conservateur au pouvoir, avec des positions résolument anti-occidentales.
Pour les États-Unis, l'Arabie saoudite est responsable du 11 septembre. Eh bien, nous, on considère que les États-Unis ont fait le coup du 15 juillet. On pense que les États-Unis sont coupables d'avoir soutenu la confrérie FETÖ dans leur tentative de coup d'État. Et nous aussi, on peut prendre des sanctions contre les États-Unis. On peut ouvrir une porte pour une crise mondiale. C'est ce qu'il y aura dans le journal à la une de demain. La Turquie attaquée par des complots de l'étranger, l'idée est constamment reprise par les médias pro-gouvernementaux. Des médias qui revendiquent, comme le président Erdogan, l'idée d'une grande Turquie, leader d'un monde musulman prêt à prendre sa revanche sur les traités signés avec l'Occident à la fin de l'Empire ottoman il y a un siècle. Bonjour chers amis, bienvenue dans la matinale de l'info à Aber. Et voici le Méter. Allez joue, allez musique. Que les croisés et les sionistes se prennent le Méter. Ils veulent diviser la Turquie. Ils veulent déclencher une guerre entre les frères en Turquie. Allez, pour les défier, rien que pour eux. Voici le Méter. Le Merter, c'est une marche militaire ottomane. C'est avec cette musique martiale que commence l'émission d'information matinale la plus regardée en Turquie. Des informations toutes consacrées ce matin-là aux dernières déclarations du président Erdogan et à la guerre contre les terroristes et les ennemis du pays en tout genre. En première ligne, l'ennemi de longue date, le PKK, et le plus récent, la confrérie du prédicateur Fethullah Gülen, l'allié d'hier, aujourd'hui ennemi juré, désigné comme l'instigateur du coup d'État raté du 15 juillet. Ne servez pas les objectifs des croisés et des sionistes. Que vous dire d'autre, mes frères? Continuons avec le journal Sabah. Personne ne nous dicte notre feuille de route. Le président Erdogan déclare « On nous conseille de ne pas prolonger l'état d'urgence. Attendez de voir. Peut-être que 12 mois ne suffiront pas. Daesh, PKK, FETÖ, main dans la main. La France aussi a un état d'urgence depuis 1 an. Est-ce qu'on va lui dire pourquoi vous annoncez un état d'urgence? Personne ne doit nous dicter de limites. » Revue de presse ou information, pendant 3 heures, les téléspectateurs ont droit à un maelstrom de commentaires nationalistes et belliqueux, un écho à la rhétorique du pouvoir. Tout comme on a le droit de soutenir l'opposition en tant que journal ou chaîne, on a aussi le droit de soutenir ou d'être proche du gouvernement. Moi, j'aime l'AKP, pour de nombreuses raisons. Je soutiens ses projets, et ce n'est pas un crime. Ces dernières années, les médias d'opposition ont été très affaiblis, rachetés par des groupes financiers proches du pouvoir. Des centaines de journalistes ont été licenciés, d'autres poursuivis en justice, et depuis le coup d'État manqué, plus de 100 journalistes ont été arrêtés et sont toujours emprisonnés. En matière de liberté pour les médias, ces cas, ces arrestations ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Ces dernières années, la Turquie a perdu son environnement démocratique. Nous n'avons pas un environnement démocratique où tous les partis peuvent exprimer à égalité ce qu'ils veulent ou leurs intérêts. Même dans des bastions de l'opposition, ici très loin d'Istanbul, dans le sud-est de la Turquie, l'AKP et le président Erdogan réussissent à obtenir le soutien d'une frange de la population. Ce clan kurde compte plus de 10 000 membres, un clan qui se définit tout simplement comme pieux et conservateur. Ici, on vote pour l'AKP et son leader, considérés comme de véritables bienfaiteurs. On aime Erdogan. Et c'est parce qu'on aime Erdogan, ses projets, ce qu'il fait, qu'on soutient l'AKP. Ici, on manquait de beaucoup de choses avant. Il n'y avait pas d'eau courante, pas de route. Depuis que l'AKP est arrivé au pouvoir, ils nous ont apporté tout ça. Le clan soutient les idées islamo-conservatrices du pouvoir, mais aussi sa guerre contre la guérilla du PKK, dont cette région est le berceau. Après 2 ans et demi de cessez-le-feu, l'année dernière, les combats ont repris.
Et pour la première fois, ils ont lieu dans les centres-villes et non plus dans les montagnes. À Diyarbakır, la ville principale de la région, un semblant de vie normale semble reprendre. Le couvre-feu qui a duré des mois a été levé, mais le quartier historique de la ville reste interdit d'accès, vidé de ses habitants. Plus de 20 000 personnes ont fui les combats, qui ont déjà fait plus de 600 victimes côté gouvernement et plus de 7 000 côté PKK. Les actions du gouvernement ont pu être très brutales. Ils ont aussi fait un usage excessif de la force. Mais le fait que le PKK a déplacé les combats dans les zones résidentielles et qu'ils ont creusé des tranchées au sein même des quartiers, qu'ils ont monté des barricades, placé des explosifs, des bombes, des mines, tout cela est inacceptable. Le gouvernement a déjà annoncé 3 milliards d'euros d'investissement pour la région, pour la construction de nouveaux logements, d'hôpitaux, de stades et de commissariats. Pour cet homme d'affaires kurde à la tête d'une confédération d'entreprises, ces promesses verront difficilement le jour si les combats continuent. Moi, personnellement, je ne me sens proche d'aucun parti. Je soutiendrai quiconque fera des efforts pour une résolution démocratique de ce problème. C'est comme ça que je vois les choses. Une solution démocratique paraît bien loin. En plus de la guerre avec le PKK, des élus ont été arrêtés, des médias fermés et des milliers d'enseignants suspendus dans la région. Depuis le coup d'État manqué, l'étau se resserre sur cette opposition historique au pouvoir. L'AKP a travaillé très dur pour avoir le pouvoir. Mais pour garder le pouvoir, ils se sont mis à utiliser des arguments qui ne sont pas liés à la politique. Le premier, c'est faire pression, de très grande pression. Ensuite, ils se sont mis hors la loi. Les changements en cours en Turquie ne sont pas vraiment en accord avec le respect de la loi et les critères universels de la démocratie. Il y a des problèmes bien réels, des défis. Il y a une tentative de coup d'État, une tentative sanglante dont il faut s'occuper. Il y a la question kurde et la guerre avec le PKK et tout ce qui se passe aux frontières de la Turquie. À la lumière de ces défis, la question se pose, comment la Turquie doit gérer ses problèmes sans sacrifier la démocratie? Côté pouvoir, la solution est toute trouvée. Réviser la Constitution pour instaurer un régime présidentiel à la place de l'actuel régime parlementaire. Une ambition du président Erdogan qui date de bien avant le coup d'État manqué, pour inscrire dans les textes cette république présidentielle, déjà instaurée dans les faits. Il y a une formidable opportunité devant nous pour une nouvelle constitution, pour avoir un pays encore plus démocratique, parce que c'est le peuple de ce pays qui nous a donné la base pour faire tout cela. Nous sommes donc à un tournant. Tout ce dont nous avons toujours rêvé peut devenir réalité. Tout le monde est très excité ici à cette perspective. La popularité du pouvoir en Turquie tient sans aucun doute à un populisme qui puise ses ressources dans la religion et le nationalisme. Contrairement à l'Occident, le populisme ici s'est nourri d'une prospérité économique que le parti islamo-conservateur et son leader ont su faire profiter à une partie de la population. Un électorat désormais acquis et redevable de ses bienfaits. Plus que jamais, depuis le coup d'État manqué, la destinée du président Erdogan se confond avec celle de la nation turque pour ses partisans, rendant toute opposition inaudible. À ceux qui dénoncent les dérives autoritaires, le président répond « pouvoir du peuple et lutte contre le terrorisme ». Des arguments qui, en Turquie, comme ailleurs, justifient toujours moins de liberté et toujours plus de peur.